Bonsoir. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a permis au Big Pharma de briller de nouveau. Rappelez-vous, au tout début de la pandémie, la course à la découverte du vaccin qui allait sauver l'humanité. Les délais de recherche pour trouver ce fameux vaccin étaient courts pour certains, longs pour d'autres. La tâche n'était pas aisée, le résultat en tous les cas est là, presque 2 années après la crise sanitaire, les choses ont tendance à relativement s'améliorer. Il y a un avant-Covid et maintenant un après-Covid de la vie même des observateurs. Ceci est bien évidemment valable dans beaucoup de secteurs d'activité, particulièrement le pharmaceutique. Les majors ont confirmé leur force, chiffre d'affaires, portefeuille, partenariats, commandes, extensions, pénétration marché. D'autres acteurs ont fait également leurs preuves, devenant aujourd'hui des incontournables. Finalement, cette crise sanitaire était bénéfique du point de vue business, logique, sensé, de bonne guerre, diront carrément certains. Les enjeux ont-ils changé avec le contexte pandémique? Quel avenir pour les biotechnologies? La question mérite également d'être posée. Peut-on parler d'un nouveau modèle de pharmacie à l'international? Qu'en est-il de l'Algérie? Bien sûr, nous sommes une des références en Afrique et dans le monde arabe en la matière, vous n'êtes pas sans le savoir. Alors, quelle place pour nos producteurs pharmaceutiques réunis d'ailleurs en ce moment même ici à la SAFEX pour le CIFAL, le Salon international de la pharmacie d'Alger. L'émission de ce soir est intitulée Pharma, grand gagnant du Covid. Bienvenue dans Insight. Notre invité du jour pour décortiquer ce sujet ô combien important, Abdelwahed Kerar. Monsieur Kerar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Nordine Azouz, directeur rédaction, reporter habitué de l'émission tous les mercredis soirs. Bonsoir Nordine. Bonsoir. Toujours plaisir de vous recevoir. Alors, nous allons d'abord parler de l'international avant de nous intéresser à l'Algérie. Le monde a vécu 2 années de crise sanitaire majeure. Le pharma s'en sort comment au jour d'aujourd'hui, Abdelwahed Kerar? On est passé par, le monde est passé par une période difficile en 2020. On ressort la tête de l'eau en 2021. Mais il faut dire que c'est surtout l'impact économique qui a été extraordinairement élevé. Et c'est pratiquement une crise économique qui n'a jamais été vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est des perturbations mondiales auxquelles on ne s'attendait pas, des perturbations des chaînes logistiques mondiales qui ont été complètement déstabilisées. Et c'est l'une des faiblesses qui a été découverte, en fait, parce qu'on s'est vertué d'avoir des chaînes logistiques bien réglées, tout ça. Et donc, on s'est aperçu que le mode de transport aérien qui est souvent choisi par les fabricants de produits pharmaceutiques n'était pas le meilleur, puisque les délais de fabrication des matières premières, l'extrême volatilité des prix ont perturbé pratiquement tout le pharma mondial. Plusieurs pays ont vécu des ruptures de médicaments de très forte tension. Et donc l'organisation même de nos chaînes d'approvisionnement repensait aussi un modus operandi de notre manière d'être et de faire. Le monde a dû travailler avec des protocoles nouveaux qui étaient actualisés d'une manière régulière et c'était du tâtonnement en fait. Et heureusement que des chercheurs ont découvert le vaccin, disons, très rapidement. On verra, si vous le voulez bien, pourquoi et comment on a pu sortir un vaccin aussi rapidement. Donc, on n'est pas encore sorti aussi de cette pandémie. Exact. Elle n'est toujours pas derrière nous. Tous les experts s'accordent à dire, si on peut appeler experts, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qui est dit, mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination est la seule voie pour sortir de cette pandémie. Et c'est carrément en 1 an de recherche, un peu plus. Tout dépend des délais. Certains trouvent ça long, d'autres rapides. Aujourd'hui, on peut dire que la recherche-développement, en tous les cas dans le pharma,
a donné ce résultat de découverte de vaccin en si peu de temps? Un vaccin, en général, c'est entre 6 et 10 ans. Le vaccin de la rougeole, on a mis 9 ans pour le trouver, par exemple, pour vous donner un exemple. Celui de la polio, 6 ans. Cette fois-ci, c'est un facteur de suspicion, disons, de comment on a pu découvrir un vaccin en 1 an. C'est très simple. C'est les moyens financiers qui ont été mis en place, d'abord. C'est la fonctionnalité des études cliniques. Vous savez qu'il y a 4 phases pour tester un produit, 4 phases cliniques. Quand on a beaucoup de moyens, on a imbriqué, il y a eu un enchevêtrement des phases cliniques, c'est-à-dire avant de terminer la phase 2, on commençait la phase 3, après on exploitait les résultats de la phase 2, et c'est comme ça que aussi les autorités ont enregistré et étudié d'une manière extrêmement accélérée, mais c'est surtout, comme je vous le disais, les moyens financiers colossaux qui ont été mis en place. À janvier 2021, c'est des chiffres de janvier 2021 parce qu'il n'y a pas plus récent, les États-Unis avaient investi 11 milliards de dollars, l'Union européenne 2 milliards d'euros. Ces investissements ont poursuivi 2 objectifs, soit le financement de la recherche et développement à travers les études cliniques, soit des avances qui ont été faites. En fait, c'est un préfinancement, c'est un achat sur des doses de vaccins qui allaient être fabriquées. Donc les USA ont financé les 2 approches et l'Union européenne a financé la 2e approche, c'est-à-dire les avances. Très bien. Alors, Nourdine Azzouz, oui, c'est très intéressant comme entrée de matière en tous les cas. Il y a énormément d'éléments à développer. Oui, d'abord, moi j'aimerais revenir sur la lecture selon laquelle les opérateurs qui auraient été non seulement performants, mais réactifs pour trouver le vaccin anti-Covid, à partir de la maîtrise de la technologie de l'ARN messager, comme tout le monde le sait, il faut regarder les grands opérateurs qui ont réussi à être très vite présents sur le marché, à présenter un produit et à générer la richesse que vient de résumer en quelques chiffres le docteur Kerrar, en fait, repose sur 2 ou 3 éléments importants. À mon avis, le premier élément, c'est avoir comment vous dire, une conscience scientifique, une mémoire scientifique. Pourquoi mémoire scientifique? Parce que le débat sur l'ARN messager date du début des années 60. Pasteur Paris, Monod, Le Gros, c'est des gens qui, on l'admet aujourd'hui, la communauté scientifique admet qu'ils ont été les premiers à avoir identifié. Bon, c'est vrai que c'était des chercheurs qui étaient au stade du tâtonnement, mais on en parlait déjà en 61, vous vous imaginez un petit peu. Il fallait une crise comme le Covid Attendez, j'y arrive. Donc, les premières publications sur les travaux de recherche sur l'ARN messager aux États-Unis datent de 90-30 ans. L'équipe du professeur John Wolfe, Université de Wisconsin, les gens qui s'intéressent un petit peu à la littérature médicale et scientifique savent tout ça. Donc, 30 ans, quand même. Donc, les gens qui avaient une mémoire scientifique et qui ont une culture et un esprit de la recherche et du développement ont intégré ces éléments-là. Et cette intégration a fait que, à l'arrivée du SARS-CoV 2019, il y avait des opérateurs, des chercheurs, des laboratoires qui étaient déjà prépositionnés, pour ne pas dire positionnés, pour proposer quelque chose pour endiguer la crise sanitaire et trouver un médicament, un vaccin, un antidote au Covid. Donc ça ne tombe pas du ciel, attention. Hein. Donc je rappelle encore que c'est très important, conscience, mémoire scientifique, une culture et un esprit de la recherche et de développement, c'est très important. Et quand on parle de culture, de recherche et de développement, il faut aussi une capacité d'investissement et un savoir-faire pour mobiliser de l'argent pour que les chercheurs travaillent dans les laboratoires et que les opérateurs économiques prennent le relais et concrétisent sur le terrain ce qu'ont fait les chercheurs, les biochimistes, etc., etc. Donc attention sur cette idée-là qui me paraît une fausse idée en fait. Tout à fait. Alors le contexte pandémique, Abdelhad Kerrar,
qu'est-ce qu'il a changé dans les enjeux du pharma? Déjà que le pharma est assez complexe, c'est un secteur d'activité qui est stratégique, mais qu'est-ce qui a changé depuis cette crise sanitaire en termes d'enjeux? Beaucoup de choses, et je pense même qu'on ne vivra plus comme on a vécu avant. Je parle sur l'approche pharmaceutique. Il faudrait qu'on règle les problèmes et il faudrait qu'on tire les leçons aussi, qu'on règle les problèmes de matières premières. Les Européens et les États-Unis se sont aperçus qu'ils dépendaient trop de deux fournisseurs pratiquement mondiaux qui couvrent 60 à 80% du marché des matières premières chimiques, que sont l'Inde et surtout la Chine. Deuxièmement, on s'est rendu compte aussi, comme je vous le disais, que le transport aérien, à la faveur ou à la défaveur de cette pandémie, à la faveur de la diminution du flux aérien, les prix ont flambé et le prix du fret était parfois supérieur au prix de la matière première, ce qui est intenable sur le plan économique. Et donc, devant cette dépendance morbide, les Européens et les Américains ont décidé d'abord à chaud de relocaliser la fabrication des matières premières chez eux. Ils se sont vite aperçus que pour bâtir un tissu industriel en matières premières, dans la fabrication, il fallait plus d'une décade. Et que deuxièmement, le savoir-faire dans ce segment précis était plutôt entre les mains des Asiatiques. On ne parle pas de la main-d'œuvre, du coût et tout le reste. Hein? Non, j'arrive au coût. Le troisième facteur, qui est le coût aussi, ça coûterait plus cher pour eux. Donc ils se sont un peu ravisés, et c'est là où il y a une opportunité pour des pays comme l'Algérie, où ils ont dit, bon, on va essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement. Donc, sur un plan stratégique, théoriquement, on pourrait, en Algérie, se positionner comme, surtout qu'on n'est pas très loin de l'Europe, comme un fournisseur alternatif de ces matières-là, si on pouvait développer et intégrer, parce qu'on est fabricant de produits finis, on pourrait stratégiquement faire un projet avec un grand chef d'orchestre, déterminer des zones d'activité, peut-être lointaines à l'intérieur du pays, pour justement développer un tissu industriel à base de matières premières. C'est une piste qui devrait être étudiée. Mais par-dessus tout, avoir des stocks stratégiques de 3 mois qu'on n'a plus depuis quelques années déjà, ça c'est très important. Et malheureusement, on est en train d'attendre les autres qui découvrent pour nous des choses. On devrait réellement injecter beaucoup d'argent dans la matière grise, dans la recherche-développement, dans nos universités. Je lisais récemment que des pays, disons, avancés mettent 3 à 4% de leur PIB dans la recherche. Et réellement, la voie de sortie, la meilleure voie de développement, c'est celle de la recherche. Connaissant le milieu universitaire algérien, tout au moins en ce qui concerne la recherche pharmaceutique, je peux vous assurer qu'il y a des prédispositions, il y a des projets qui ne demandent qu'à être financés. Nous avons commencé à mettre des ponts entre les entreprises et les universités. Il y a des facilités fiscales à mettre en place, pas des facilités. Normalement, la recherche ne devrait pas du tout être fiscalisée. L'État devrait financer une partie de la recherche fondamentale. Nos universités devraient réellement bénéficier de beaucoup plus de moyens que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un investissement qui donnera ses fruits dans quelques années. Forcément. Je reviens au vaccin, si vous permettez. Donc, juste un point oui, Nordine, il y a un point sur lequel... Dr Carrar, en fait, en résumé, c'est très important, c'est qu'on a découvert ou redécouvert le paradigme de la souveraineté industrielle, et en particulier de la souveraineté sur l'industrie pharmaceutique. Le choc pandémique a été tel, et le reste d'ailleurs, qu'on a découvert qu'il n'était plus question, par exemple, d'aller acheter chez les autres, qu'il n'était plus question d'aller sous-traiter chez les autres, parce qu'il y avait urgence dans les hôpitaux, il y avait urgence dans les centres de soins, il y avait urgence en matière de besoin de médicaments et d'antidotes pour répondre au Covid. Et ça, cette découverte ou redécouverte de
de la souveraineté, du paradigme de la souveraineté sur l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose que je considère comme un marqueur. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'avant et de l'après-Covid. Le grand marqueur, c'est celui-là. Et aujourd'hui, tous les États, y compris le nôtre aujourd'hui, ont compris qu'en fait, qu'il va falloir regarder ce que font nos opérateurs, regarder ce qui est possible de faire et regarder ce qui est possible de faire aujourd'hui et demain, et faire en sorte de ne plus subir ou de connaître la situation qu'on a connue à la fin de 2019, au début de 2020. Alors, M. Kérard, je reviens à la question du vaccin. Certains analystes parlent, j'utilise cette terminologie, de jackpot du vaccin pour les Big Pharma. D'abord, dans un premier temps, est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de qualification? Et comment vous expliquez que certains Big Pharma étaient vraiment dans la course, d'autres qu'on attendait, on ne les a pas vus venir? Finalement, est-ce qu'ils étaient en retard? L'enjeu était très important, ils n'avaient pas tous vraiment les moyens d'aller, trop d'acteurs autour. Comment on peut expliquer ce genre de situation? Donc la question est posée en deux temps. À votre première question, le jackpot est utilisé pour les jeux de hasard. Là, on parle de fabrication de vaccins. Les termes plus appropriés, disons, c'est des revenus records. Voilà le terme qui est utilisé. Très bien. Monsieur Kérard n'est pas amateur de cartes, on le sait. Voilà. Alors, en chiffres, en 18 mois, je vous donne les chiffres jusqu'à la fin de l'année passée, c'est créé un marché du vaccin Covid de 72 milliards de dollars. C'est une croissance de plus de 140% par rapport au chiffre d'affaires traditionnel des vaccins en général. Ça représente à peu près 8% des revenus mondiaux du médicament. Ceci étant dit, disons, le secteur des vaccins est dominé à 90% par 4 acteurs principaux. On a les 2 Américains, Pfizer et Merck. Nous avons le Britannique GSK et nous avons Sanofi Pasteur, le français. Sont apparus à la faveur de cette pandémie 4 startups. Moderna, il y a BioNTech, il y a Valvena, et il y a la française, bon, j'en oublie le... Ça va revenir pour Ça la va quatrième. revenir. Alors, le chiffre d'affaires de Pfizer, qui a pris, disons, la part du lion, est à peu près de 29 milliards de dollars concernant uniquement le vaccin Covid pour l'année 2021. Il vient s'ajouter à son chiffre d'affaires pré-Covid, qui était de 42 milliards de dollars. Donc, Pfizer arrive pratiquement doubler son chiffre d'affaires. Elle arrive à 70 milliards de dollars. Moderna, qui était une start-up et dont l'action pré-Covid était cotée à 80 $, a vu son action monter à 144 $ et a réalisé un chiffre d'affaires. Son premier produit, c'est celui-là. Son chiffre d'affaires de l'année passée était presque de 20 milliards de dollars. Après, nous avons J&J, Johnson & Johnson, qui a fait 2,5 milliards, qui a vendu son vaccin au prix de revient. Ça existe encore, des multinationales qui préfèrent, disons, vendre au prix de revient. Et celle qui vraiment, il y a eu un changement de la hiérarchie au niveau de ces leaders des vaccins qui font que aujourd'hui, surtout ceux qui ont découvert le vaccin ARN messager, c'est eux qui vont tirer les plus grands profits et qui vont probablement rentrer dans les Big Pharma dans les prochaines années, parce que la maîtrise de cette technique d'ARN messager est réellement, je serai toujours étonné des réticences. Si Azzouz, il en a parlé tout à l'heure, sur cette nouvelle technique. Elle a échoué dans la recherche du vaccin contre l'Ebola. C'est la première fois qu'on fabrique un vaccin par cette méthode-là, mais surtout, ça ouvre la porte, ça ouvre l'air sur une nouvelle ère thérapeutique. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de maladies héréditaires, il y a beaucoup de maladies immunologiques qui vont pouvoir trouver un traitement nouveau, efficace, innovant à travers cette méthode-là.
Et pour tous ceux qui sont réticents à l'ARN messager, je me demande demain si on peut trouver un traitement contre le cancer à base d'ARN messager, est-ce que les gens vont refuser d'être vaccinés par ce traitement-là? C'est dire l'importance capitale non seulement pour la pathologie actuelle, mais c'est surtout les chances de survie et les chances qu'auront les malades à l'avenir d'être traités par cette nouvelle méthode. Et c'est vrai que ça change tout. Nordin Azouz? Oui, non, c'est vrai ce que vient de dire Dr Carral. Il y a eu un reclassement d'abord, c'est les champions du domaine pharmaceutique. Un exemple pour le marché américain, qui est l'un des plus importants. Johnson & Johnson, qui était leader, s'est vu coiffé au poteau par Pfizer. Parce que Pfizer a eu l'idée de s'associer très vite avec BioNTech, laquelle BioNTech a réalisé, selon les chiffres que j'ai eus, un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars en 2021. Voilà. Moderna autour d'une vingtaine de milliards. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que cela veut dire, encore une fois? C'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, s'affichent comme les poids lourds. Des mastodontes. Voilà, des poids lourds de la production pharmaceutique, et dans celle du vaccin en particulier, c'est des gens qui ont déjà préparé le terrain, qui ont anticipé et qui ont travaillé dans la recherche et le développement, et qui sont associés à des start-up, parce que BioNTech, au départ, c'est une start-up. Voilà. Qui travaillait dans son laboratoire. La start-up est plus souple dans son fonctionnement. C'est pour ça que ce genre de multinationale a tout intérêt de s'associer avec une start-up, vu la souplesse de celle-ci. Bien sûr. Et c'est la rencontre de ressources très importantes, d'une politique orientée stratégiquement sur le développement et la recherche, avec de jeunes opérateurs qui travaillent sur des produits et sur des schémas de création innovants. D'accord. Vous êtes inspiré par notre commentaire, on passe à la question suivante? Non, je voudrais aussi dire la nouveauté, si vous voulez, quand vous parlez de course, la particularité de cette course au vaccin a été quand même faite dans l'urgence et elle avait un caractère global, ce qui est vraiment en contradiction avec les habitudes traditionnelles du pharma, où les processus réglementaires d'approbation sont très lourds et où les délais sont beaucoup plus longs. La deuxième particularité, c'est que des entreprises ont travaillé en collaboration, alors que dans le pharma, c'est connu, on est plutôt enclin au secret. Je peux vous donner l'exemple de Sanofi qui a travaillé avec Translate Bio. On peut donner aussi l'exemple de JSK qui a travaillé avec la BARDA, la Biomedical Advanced Technology and Development Research. Et donc, c'est une nouvelle approche. Peut-être que ces pratiques vont être, disons, redéployées à l'avenir et élargies. La troisième particularité de cette recherche, on ne le voit pas beaucoup, c'est qu'il y a encore 130 candidats vaccins qui actuellement sont en train d'être, disons, testés ou à différentes phases de la recherche. Et c'est surtout cette extrême incertitude sur la rentabilité de ceux qui sont en train de rechercher aujourd'hui. Ah oui, parce que si demain il n'y a plus Covid, voilà. Du coup... Et dans 18 mois, dans un an, on n'est pas sûr d'avoir encore besoin de ce vaccin-là. Donc voilà les trois particularités de cette course. Alors, il y a les vaccins d'un côté, il y a aussi le dispositif médical. On pense à tous ces tests PCR, antigéniques, le commun des mortels ne les connaissait pas. Du jour au lendemain, ils deviennent des outils indispensables pour voyager, pour aller dans un espace public, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Là aussi, peut-on parler de grands bénéficiaires du Covid, tous ces acteurs qui sont dans le dispositif médical? Ah oui, bien sûr. On n'a pas, j'ai personnellement cherché, pas trouvé beaucoup de chiffres par rapport, je parle de l'international. Des chiffres mondiaux déjà. Hein. Des chiffres, bon, en Algérie, on n'est pas fort pour les chiffres. Oui. On est très faible pour les chiffres. C'est un autre sujet. Donc, non, il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup de Coréens, il y a bien sûr certains laboratoires, surtout américains. Et bien sûr, quand on prend en Algérie, c'est pour ça que dans des situations comme ça, il y a toujours des bénéficiaires et des perdants. Les laboratoires d'analyse souffraient, tiraient la langue sur le plan économique en Algérie. Ben, il y a eu ces événements qui ont fait que bon, ça a redémarré pour eux.
Mais effectivement, peut-être même que la vie, en fait, l'espoir de vie de ces tests, on aura plus besoin d'être testé que d'être vacciné, bien sûr, après la couverture vaccinale. Très bien. Donc on voit réellement que les cartes sont là. C'est sûr qu'il y a eu un effet salutaire sur l'activité de ceux qui sont dans les laboratoires d'analyse, mais pas uniquement, Ahmed Lahari aussi. Tous ceux qui sont dans les produits d'hygiène et qu'on doit consommer ordinairement, mais qu'on néglige pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, sont retrouvés à retravailler comme jamais ils l'ont imaginé. Ah oui, et à gagner des parts de marché. Voilà, et à faire du chiffre d'affaires. Eh oui. Alors, tout à l'heure, lors de la question relative aux enjeux, vous avez tellement bien expliqué les choses, Abdelwahad Kerrar, il y a le mot biotechnologie qui sort. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la biotechnologie est l'avenir du pharma, dans le sens où quasiment tous les acteurs y investissent à fond? Il est en grande partie l'avenir du pharma. Les biothérapies, je rappelle que c'est les traitements à partir de cellules vivantes, représentent un peu plus de 20% du marché mondial. Elles ont connu une croissance ces dernières années extrêmement fulgurante, alors que le chimique baissait d'une manière progressive. Au départ, on réservait ces biothérapies à certaines maladies rares, à des maladies graves, cancéreuses, hématologiques, mais de plus en plus, j'allais dire, ces traitements se démocratisent et s'étendent à des pathologies beaucoup moins lourdes. Bien sûr, c'est des traitements toujours, disons, à un prix qui est élevé. Bien sûr, le dernier traitement qui est sorti pour le traitement d'une maladie rare, c'était 450 000 $ l'année. Donc on comprend très vite que certains pays ne pourraient jamais se permettre cela. Et c'est pour ça que notre posture, à nous, en Algérie, devrait se diriger, mais vraiment rapidement, vers d'abord la mise en place d'un cadre réglementaire approprié qui soit en phase avec notre situation économique et nos besoins. Qui n'existe pas encore, docteur. Qui n'existe pas encore, et surtout qu'on aille assez vite dans la fabrication. Nous avons des formules pour aller vite, nous avons même des propositions pour être le lead en Afrique de ces pathologies, parce que le continent dans lequel nous sommes ne pourra pas se payer des traitements innovants à base de biothérapie. Et nous avons proposé à l'UNOP que l'Algérie, en association avec certains pays africains, pourrait monter, avec un transfert technologique bien sûr bien étudié, et en association éventuellement avec d'autres pays africains, un centre de biotechnologie qui prendrait en compte la notion d'accessibilité à des patients qui ne peuvent pas se payer ces traitements. Très bien. On va parler de l'Algérie, mais encore deux petites questions monde, si vous permettez. Oui. Abdelwahad Kerrar, certains observateurs parlent d'un nouveau modèle de pharmacie. Ils sous-entendent la prescription, la thérapie, le comportement du malade même. En somme, un modèle de consommation. Vous y pensez quoi? Est-ce que réellement on peut se permettre de se poser ce genre de questions? Exactement. Le paradigme a réellement changé. Aujourd'hui, le patient est le propre acteur de sa santé. Il va sur Internet, il va sur des applications, il s'informe. Le pharmacien a un rôle de plus en plus prépondérant de conseil, de suivi, surtout de certaines maladies lourdes. Et effectivement, on parle aujourd'hui on va vers le partage de dossiers médicaux. Quand on parle de partage de dossiers médicaux, on parle de simplification du parcours patient. On va vers une digitalisation, mais d'une manière, à la faveur de cette pandémie, elle s'est faite beaucoup plus rapidement, de télémédecine. C'est un sujet extrêmement important quand on connaît la grandeur de notre pays sur le plan de la surface. Donc, réellement, nous avons des régions éloignées où la télémédecine pourrait régler beaucoup de problèmes. Et, disons, les acteurs ailleurs sont en train de se préparer à ces changements.
par la formation et par l'information. Et toutes les parties prenantes, les caisses de sécurité sociale, ministère de l'industrie pharmaceutique, ministère de la santé, association de malades, devraient se préparer à cette nouvelle donne. Très bien. La question vous inspire un commentaire certainement. Dr Khalal a raison sur ça. Il y a deux marqueurs à ce niveau-là. Le premier, c'est le nombre d'associations qui sont créées et qui s'occupent des intérêts des malades. Ça, c'est quelque chose de nouveau, en particulier dans le paysage national. Le deuxième, c'est l'information sur la santé-médecine. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel journal, qu'il soit écrit, parlé ou audiovisuel, l'information santé-médecine, elle est quasiment permanente. Voilà. Et puis, la question de la santé aujourd'hui fait partie de notre paysage quotidien, sans compter le fait que cette importance est accrue par le fait que la santé-médecine aujourd'hui génère de la richesse, de l'emploi, mais aussi met l'accent sur les enjeux et les pathologies d'aujourd'hui et de demain. Alors, Abdelhad Kerar, ce Covid finalement, et là je pose la question à la fois à l'opérateur économique que vous êtes et au président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Qu'est-ce qui a changé dans le mindset des acteurs du pharma depuis cette crise sanitaire? On ne peut compter que sur nous-mêmes, déjà. À partir du moment où certains pays, comme l'Inde, je la citerai, a commencé en pleine crise à interdire l'exportation de matières premières et de produits finis utilisés dans la crise Covid. Pour assurer les besoins locaux. Pour assurer les besoins, on a vite compris qu'il y avait une hypocrisie mondiale extraordinaire et qu'en fait, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et heureusement que l'Algérie avait encouragé, protégé, on utilise les termes qu'on veut. Vous l'avez dit ailleurs, imaginons si on n'aurait pas eu une industrie pharmaceutique telle qu'on l'a en Algérie. Je vais vous dire deux choses. Imaginons que nous n'avions pas d'industrie pharmaceutique établie et imaginons qu'il n'y ait pas eu de ministère de l'industrie pharmaceutique. Nous étions, il y a quelques années, noyés dans un ministère de la Santé qui avait beaucoup de choses à faire au niveau des hôpitaux. Et donc, aujourd'hui, avoir un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique qui fait le tracking des stocks de matières premières et de produits finis est une chance. Réellement, c'est une chance. Si nous n'avions pas de ces produits contre la Covid, moi je connais quelques pays, comme le Liban, comme d'autres pays, qui se sont retrouvés réellement démunis. On leur fermait la porte, on vous donne des prix qui sont 10 fois les prix pré-Covid, soit vous achetez, soit vous mourrez, et on vous donne des délais très longs. Donc, je pense que c'est une chance pour l'Algérie d'avoir investi il y a quelques années dans cette filière industrielle. Elle en récolte les fruits aujourd'hui, et je pense que tout le monde a compris que notre pays peut compter sur cette industrie qui a fait face à cette pandémie. Et vous me tendez la perche pour passer à l'Algérie, donc on peut dire concrètement qu'on s'en est bien sorti, sans démagogie aucune. Non, mais réellement sans démagogie, je pense que l'UNOP est connue pour ne pas faire dans la flagornerie ou dans la démagogie. On s'en est bien sorti. J'essaye, c'est vrai que ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont cherché l'énoxaparine en juillet et août, doivent dire le contraire. Moi, j'ai une visibilité sur l'international. On sait ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, en 2020-2021, il y a eu des ruptures dans tous les pays du monde, même les plus développés. Il suffit d'aller sur Internet, de surfer, de voir les difficultés qu'ont eues les États-Unis, la France, la Suisse et j'en passe. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas anxiogène d'avoir des ruptures ou d'avoir des tensions. Et il y a des causes qui sont là. Ce que je dis, c'est que dans un pays qui n'a pas de statistiques économiques, qui juste maintenant commence à les mettre en place, la digitalisation s'est mise en place il y a quelques mois. Pour un pays qui a un tissu industriel établi, je pense qu'on s'en est bien sorti. Nous fabriquons par chance tous les produits utilisés contre le Covid, même l'énoxaparine dont la fabrication n'est pas simple.
Nous fabriquons les masques, nous avons l'oxygène. Donc, aujourd'hui, je considère réellement que nous avons eu beaucoup de chance parce qu'on aurait pu ne pas fabriquer un ou plusieurs produits. Avec les difficultés que tout le monde a eues, nous en avons eu, mais nous nous sommes bien débrouillés. Très bien. Alors, pour donner vraiment une... oui, Nordine, il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez rebondir? Quelque chose de très important. La production pharmaceutique algérienne a démarré tardivement, ça c'est un constat sur lequel tout le monde est d'accord. Elle a évolué dans un contexte extrêmement contraignant au départ. Elle a subi des aléas et des écueils assez lourds, qui étaient parfois d'ordre juridico-réglementaire, mais qui étaient aussi en relation avec des jeux de lobbying qui étaient en cours à l'époque, et qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt de la production nationale. Elle a cependant progressé de manière assez positive. Elle a rattrapé le gap assez rapidement. Pour qu'on se retrouve en 2021, par exemple, avec une production nationale évaluée autour de, là je parle sous le contrôle du Dr Carrare, autour de 2,5 milliards d'euros de production, avec une économie à l'importation autour de 800 millions de dollars, c'est quand même quelque chose assez conséquent et d'assez important. Ce qu'il y a encore à relever en dernier point, si vous permettez, Ahmed Lahali, c'est que cette progression aujourd'hui, elle est continue et permanente. Et elle est portée par des opérateurs comme ceux de l'UNOP aujourd'hui qui défendent la production Je rajouterai quelque chose par rapport aux ruptures. Tout le monde sait que les ruptures sont récurrentes en Algérie depuis plusieurs années. La question est... Qui ne sont pas propres à l'Algérie, Qui ne sont pas propres à l'Algérie. Il n'y a pas de monitoring, de valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus qu'il y a 2 ans ou 3 ans? Ce que je sais par contre, ce qui est sûr, c'est que les ruptures existaient quand l'Algérie était pleine de ressources. Des ressources à revendre, il y avait des ruptures. Quand les produits étaient plutôt importés que fabriqués. Pourquoi des voix s'élèvent et on était en temps de paix, parce qu'on est en temps de guerre. C'est étonnant que des voix se lèvent aujourd'hui, en pleine pandémie, alors que la production n'a jamais été aussi élevée, alors que les perturbations de toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales sont connues. Pourquoi des voix s'élèvent pour dénoncer ces ruptures? C'est vraiment une question. On ne les dénonçait pas quand il y avait du 100% importation, on les dénonce quand la fabrication prend le dessus. Très bien. La data manque, vous vous en plaignez, Abdelwahed Kerrar. Je vais tout de même vous poser la question sur des chiffres illustratifs afin de permettre aux téléspectateurs de comprendre aujourd'hui l'enjeu, le poids du secteur pharmaceutique dans notre économie. Allez, donnez-nous quelques chiffres, du moins le nombre d'unités de production, par exemple, à l'échelle nationale. Tout secteur confondu, médicaments, vaccins, dispositifs médicaux, le tout. Moi, je serais toujours étonné par rapport aux data. Vous savez, un ministre qui prend ses fonctions, qui rentre et qui ne trouve pas de data, c'est comme un chef d'entreprise qui prend en charge une entreprise et qui ne trouve pas de service comptabilité. C'est extraordinaire comment on peut gérer une institution sans avoir les statistiques. C'est impossible. C'est impossible qu'une entreprise fonctionne sans service financier. Pour revenir au pharma, le pharma représente aujourd'hui presque 5 milliards de dollars en prix public. Nous couvrons 66% de nos besoins. En quantité, nous couvrons beaucoup plus. Nous fabriquons pratiquement 900 millions de boîtes par an. Nous fabriquons pratiquement toutes les formes pharmaceutiques. Nous fabriquons 0 biotechnologie, malheureusement. Biothérapie, c'est l'enjeu de demain. D'accord. Les téléspectateurs qui ne le savent pas, nous avons commencé à fabriquer des hormones cette année, à fabriquer des produits contre le cancer, des produits d'oncologie en forme orale. L'année prochaine, Inch'Allah, des usines rentreront en activité pour fabriquer des formes injectables en oncologie. Il y a des laboratoires de recherche et de développement, c'est-à-dire que les Algériens aujourd'hui développent eux-mêmes des produits d'oncologie pour alimenter leur ligne de production. C'est une avancée majeure dans l'expertise que nos jeunes ont acquis. Et réellement, en dehors de tous les investissements qui ont été faits, ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'on détienne l'expertise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'exportation, nous la voyons à l'UNOP,
pas uniquement, je parle de l'Afrique, pas uniquement sur le plan, et j'anticipe peut-être sur une de vos questions. Oui, il y avait la question export que je voulais laisser en dernier, mais si vous voulez en parler, mais je vous dis deux mots. Nous ne voulons pas être des concurrents exportateurs comme nous en avons souffert dans le passé. Nous voulons tendre la main aux pays africains pour justement les faire profiter de notre expertise que nous avons acquise. Bien sûr, avec un volet commercial évident. Ce que je vous dis, c'est que c'est extrêmement important d'avoir cette approche-là. Les familles thérapeutiques qui sont... Nous sommes passés d'un pays qui avait un statut d'importateur avec un pays qui a un statut de fabricant. Nous avions un cadre réglementaire qui était adapté à l'importation. C'est récemment, très récemment, que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a commencé à mettre en place le cadre réglementaire moderne qui doit justement accompagner cette industrie. Et réellement, à chaque fois que je pense à l'industrie algérienne, je le dis à tous ceux qui veulent bien m'écouter, nous pouvons mieux faire. Si nous investissions beaucoup plus de moyens financiers et humains dans cette agence nationale des produits pharmaceutiques, je peux vous assurer, parce que investir dans cette agence, c'est enregistrer des produits à la production plus rapidement, c'est diminuer la facture d'importation et c'est surtout garantir à nos produits les chemins de l'exportation. Avoir une agence rigoureuse, reconnue, c'est le meilleur gage pour l'exportation. D'accord. Oui, le marché algérien de la pharmacie et de la production pharmaceutique aujourd'hui est arrivé à un tel degré de vitalité que l'export est devenu une nécessité. D'accord. C'est quelque chose de fondamental et dont on ne mesure pas l'importance. Bien sûr, il y a aussi des fragilités, comme la concentration d'un certain nombre d'opérateurs sur des produits particuliers. Là, je pense que c'est le travail des opérateurs, tant au niveau associatif, au niveau de l'UNOP, qu'au niveau de l'Agence nationale des médicaments, et peut-être aussi des autres intervenants aujourd'hui qui sont dans le champ de médicaments. Mais, en gros, il y a une avancée très, très positive. D'accord. Je ne vous lâche pas pour le chiffre, Abdelwahad Kera, chiffre illustratif pour le nombre d'unités de production de manière générale. On parle de beaucoup plus d'une centaine, vous confirmez? Oui. Uniquement les pour 200. le médicament. Oui. Uniquement, si on prend le médicament, le dispositif, les réactifs, on est à plus de 200. Ce Carrément. qui est énorme. Et je passe sur les projets en cours. Ça veut dire quoi? Et c'est un chiffre qui ne vient pas à l'esprit de tous les Algériens. Ils ne Exactement. s'imaginent pas qu'il y a autant. Exactement. Et surtout, il y a de l'emploi derrière. Ce chiffre fait chaud au cœur quand on sait qu'en 2008, nous ne couvrions que 12% à peine de nos besoins, mais surtout, il fait froid au dos parce que le marché va très rapidement être étroit à toutes ces usines qui ne fonctionnent aujourd'hui, qui ne tournent qu'à 40-50% de leur capacité. Ah, très bien. Ça veut dire que si on veut pérenniser cette industrie, c'est, comme le disait Siazou, c'est extrêmement important, mais je dirais vital, qu'on trouve rapidement les chemins à l'exportation. Parfait. Sachant que notre cycle en tant qu'industrie pharmaceutique est beaucoup plus long que l'agroalimentaire, parce que nous devons enregistrer nos produits auprès des autorités sanitaires des pays cibles. Donc là, vous dites clairement que le nombre d'acteurs, de producteurs pharmaceutiques, on va rester global, entre médicaments et dispositifs médicaux de manière générale, a atteint un seuil tellement important, une quantité tellement importante que nous arrivons complètement à satisfaire la demande nationale et que nous devons impérativement aller vers l'export. C'est un peu ce que vous voulez décrire comme situation. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui en matière d'export? L'UNOP est représentée, est assez représentative en tous les cas des opérateurs pharma. Qu'est-ce que vous prévoyez au juste en la matière? Écoutez, pour l'export, nous ne sommes pas bons. Nous nous sommes peut-être plus occupés du marché interne parce qu'il est énorme. Nous exportons, je pense, 6 ou 7 millions de dollars. C'est des actions individuelles des labos, chacun agit seul? Oui, c'est des Cavalier entreprises. seul. Oui, d'accord. C'est mettre en place une plateforme pour l'exportation.
pourrait être une solution puisque le cadre réglementaire le permet. Réellement, nous avons un potentiel énorme pour l'export. Il y a probablement certaines entreprises qui devraient mettre à niveau certains dossiers d'enregistrement, qui devraient faire certaines études de bioéquivalence, mais d'une manière générale, notre industrie est saine et elle a une bonne santé et elle pourrait aller à l'export. Je vais peut-être vous étonner, quand je pense à l'export, je pense à l'Afrique, bien sûr, avec une arrière-pensée géostratégique, mais je pense aussi à l'Europe. Nous pensons, c'est-à-dire nous pouvons être des sites alternatifs pour des entreprises européennes. Nous pouvons vendre nos produits au Moyen-Orient. Parce que la technologie, le matériel, le savoir-faire existe. Exactement, nous l'avons aujourd'hui. Le métier export, nous ne l'avons pas. Nos jeunes ne sont pas formés sur l'export. Aujourd'hui, il y a des soucis pour exporter. Il y a des problèmes de transport, bon, ce n'est pas les plus importants. Il y a surtout le cadre réglementaire de la Banque d'Algérie qui est contraignant et qui peut amener en prison, il faut le dire. Donc, réellement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs pharmaceutiques font face à la problématique de la réglementation des changes, qui est véritablement un frein. N'importe quel opérateur susceptible de placer ses produits. C'est l'épée de Damoclès qui va complètement perturber son opération et son raisonnement déjà. Et quand vous interrogez tous les opérateurs qui sont en position de pouvoir placer des produits nationaux sur les marchés étrangers, africains, parce qu'on considère l'Afrique comme l'horizon stratégique. Ils sont frileux. De nos capacités. Sont frileux. Oui, complètement. Voilà. Et puis, c'est susceptible aussi, j'allais dire, du pénal et du répressif. Carrément. Voilà. Mais vous êtes sur un... Vous savez, quand vous êtes sur un marché à l'export, on oublie souvent qu'on est en concurrence avec des opérateurs d'autres pays. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. C'est très simple. On a déjà, à la base, 47% de taxes qu'on paye aux services à l'export. Donc on ne joue pas dans le même terrain, sur le même terrain. On ne joue pas sur le même terrain, mais on n'exploite pas nos atouts. Je m'explique. La pharmacie aujourd'hui, Ahmed Lahal, c'est du géopolitique. Or, nous savons aujourd'hui, ceux qui sont familiers de nos politiques étrangères et de l'image que nous avons auprès de certains pays, que nous avons des choses à faire valoir et que nous avons des facilités que peut-être d'autres pays concurrents n'ont pas. Il s'agit d'exploiter justement ces atouts et ces facilités-là et faire de la géopolitique et aller à la pénétration de ces marchés par rapport à l'image dont nous disposons auprès de ces pays-là et par rapport aux valeurs, mais pas seulement aux valeurs, à la nature et au degré des échanges que nous avons avec eux pour pouvoir échanger avec eux, leur proposer nos produits et puis éventuellement aussi créer des dynamiques réciproques. Complètement. Alors, Abdelwahed, on va terminer sur ce dossier export aujourd'hui, les solutions. Ah oui, ça passe vite. Hein. Oui. Ah oui, je vous avais prévenu dès le début que ça allait passer très très vite. Donc, dossier export aujourd'hui, je vous laisse conclure sur ce point extrêmement important puisque c'est le cheval de bataille aujourd'hui, en tous les cas, de l'UNOP, mais aussi de tous les opérateurs pharma qui veulent aller complètement vers cette activité. Si on veut résumer la chose, comme je vous le disais, nous pouvons réellement mieux faire. Nous pouvons réellement mieux faire si l'État injecte des ressources rapidement dans l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. L'ANPP. Nous pouvons mieux faire si l'État et les entreprises, qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit vraiment attractif pour financer la recherche-développement. Troisièmement, nous voulons que certains obstacles à l'exportation soient levés et nous allons montrer qu'est-ce que les entreprises algériennes, tout au moins dans le pharma, peuvent faire. Parfait, merci beaucoup, Abdelwahed Kera. J'ajouterai un point, si vous permettez, Ahmed Lahali, sur ce point. Oui, il y a quelques mois, il y a eu l'initiative prise par les affaires étrangères de créer des services dédiés pour accompagner les exportateurs. On espère que ces services-là puissent être opérationnels au plus vite. J'ai donné une conférence aux consuls, aux représentants économiques des ambassades à ce sujet, justement. Pour présenter l'industrie pharmaceutique algérienne. Ils étaient étonnés d'ailleurs, et pour leur donner les arguments nécessaires pour justement faire la promotion de notre jeune industrie. Très bien, pour dire qu'on est une des références en tous les cas dans le monde arabe et en Afrique, et ça serait dommage de ne pas profiter tous nos voisins.
de cette expertise. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, Abdelwahid Kerrar, je rappelle, président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, et Nordine Azou, directeur de rédaction, reporter. Merci à vous, messieurs, d'avoir animé pendant 7 heures Insight de ce mercredi soir qui était consacré à l'industrie pharma, au Big Pharma et bien sûr à cette crise sanitaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. Bonsoir.